bienvenue sur le podcast. Salut. Donc, nous, on s'est connus cette année en cours de théâtre d'improvisation et je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que je trouve que tu as un parcours vraiment atypique et que tu es un très bon exemple de résilience et de courage. Pour préparer cette interview, tu m'avais envoyé la vidéo d'une conférence que tu avais donnée il y a 2 ans lors de la journée de l'audace en Corse, qui est chaque année le séminaire de référence du développement personnel. Le thème était malade et en bonne santé, ce qui peut paraître paradoxal à première vue. Et dans cette vidéo, ton témoignage est extrêmement fort, c'est une vraie célébration de la vie. Tu racontes lors de ton intervention que c'est la maladie qui t'a révélé à toi-même et qui t'a permis de devenir qui tu es vraiment. Tu expliques même qu'aujourd'hui, grâce à elle, tu es malade et en bonne santé et que tu as osé devenir l'artiste de ta propre vie. Alors déjà, si on fait un retour en arrière, comment à seulement 19 ans, tu as réagi à l'annonce de ta maladie, donc une maladie auto-immune et chronique, une polyarthrite rhumatoïde sévère, une maladie qui enflamme les articulations et qui les déforme. Comment tu l'as vécu? Ben, ça a été compliqué. J'étais à l'époque au Krebs et je souhaitais devenir coach sportif, donc ça a été très très difficile déjà de me retrouver invalide du jour au lendemain, de ne pas savoir qu'est-ce qui m'arrivait, de ne pas savoir si c'était une blessure ou autre chose. Et 6 mois après, ben, le diagnostic tombe et là, c'est la douche froide. Dans les années 2000, la polyarthrite, il y avait des traitements, mais c'était le début des biothérapies et tout, on va dire pour des mots simples, des traitements révolutionnaires. Donc c'était vraiment le tout début dans les années 2000. Mais moi, quand j'ai appris que c'était une polyarthrite, et je suis allée me renseigner auprès d'associations, je retrouvais que des personnes âgées avec les mains complètement déformées. Et là, quand j'ai vu ça, je, je suis tombée en dépression, quoi, clairement. Et d'autant plus que j'étais en train de me former, donc, comme je te disais, pour devenir coach sportive. Et donc, je me suis retrouvée à l'arrêt et, euh, et pleine de douleurs. Et c'était très, très difficile. Ouais, j'étais en dep. Ouais, parce que là, tu t'étais dit à ce moment-là que ta vie était foutue, tu n'avais pas de plan B en tête à ce moment-là encore? Ah non, à ce moment-là, pas du tout. L'annonce, déjà quand on me l'a annoncé, c'est, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais devenir? Et puis quand j'ai vu ces personnes âgées, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais être horrible, quoi. Moi, je vais être comme ça, moi aussi. Enfin, j'avais vraiment pas vu des jeunes autour de moi avec cette maladie. Donc, pour moi, c'était une maladie de vieux, entre guillemets. Donc, non, j'ai eu très, très peur, vraiment. Vraiment. Et après, ça a duré un certain temps, le temps que les traitements fassent effet. Donc, il fallait compter entre 3 et 6 mois. Et tu prends des cachets, tu subis les effets secondaires, etc., jusqu'à trouver le bon traitement. Et pendant tout ce temps, tu te demandes si un jour tu vas plus avoir mal, puisque c'est ce que les médecins te disaient. Et puis finalement, ça passe. Et heureusement, parce que quand des gestes simples, comme je dis dans la conférence, me coiffer, déboucher moi, ouvrir une bouteille d'eau, porter une casserole d'eau, des gestes simples, ouvrir un frigo, je pouvais même pas, j'avais même du mal à me laver, quoi. Je veux dire, je pouvais plus conduire, enfin. Donc à 19 ans, c'est triste de se retrouver dans cet état-là, surtout que j'étais dynamique et sportive. Ouais. Et alors, tu t'es raccroché à quoi? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Mais après, quand les traitements donc font effet, je me suis dit, bon, ok, très bien, j'ai cette maladie, c'est à vie, il va falloir que je trouve autre chose. Donc j'abandonne le sport. Très mauvaise idée, parce que quand on a une pathologie chronique, le sport est extrêmement important. Il a été reconnu thérapeutique non médicamenteuse, mais ça, on l'a appris que une dizaine d'années plus tard. Okay. Donc moi, j'arrête complètement le sport. Et là, je me dis, bon, je vais m'orienter. Le milieu de l'hôpital, du coup, je l'ai beaucoup fréquenté en étant patiente, mais ça m'a beaucoup attirée. J'aurais aimé, à cette époque-là, travailler
avec les enfants en tant que puéricultrice. Donc je pars en formation pour devenir infirmière, auxiliaire de puère. Et qui finalement n'a pas été une voie possible non plus. Exactement. Donc deuxième échec pour moi à ce moment-là. Les portes me sont fermées malgré que j'ai réussi tous les concours dans toutes les écoles que j'ai passées. Et parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire de vaccination contre l'hépatite B, et donc c'est contre-indiqué Exactement. dans le cadre d'une polyarthrite. Voilà. Donc quand ma rhumato me dit c'est pas possible de se faire vacciner contre l'hépatite B avec la pathologie que vous avez. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai fait 6 mois de préparation. J'ai intégré une prépa. J'ai passé mes concours. Donc j'ai investi de l'argent, du temps, encore pour rien. Donc là, ça a été compliqué. Encore dur à encaisser. Ouais, très très compliqué. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais faire du commerce. Voilà. Je me suis dit que peut-être c'était plus simple de travailler à son compte. Et c'est ce que j'ai fait. En 2018, je crée mon entreprise dans l'équipement motocross et vêtements sportswear. Donc je crée un site internet et puis après j'ouvre une boutique, je me déplace sur les événements, sur les courses de moto, etc. Et l'aventure, elle dure 4 ans quand même, jusqu'au jour où on m'annonce de nouveau que je suis malade et que là, c'est une autre maladie. Encore une. Voilà, donc là, c'était plus le travail, tu vois. Le travail, ça allait. Bon, je serrais un peu les dents, mais ça allait. Je faisais des colis, de la vente, des achats, de la compta. Enfin, bon, ça va, quoi. C'était gérable. Surtout que Laurent, mon mari, je l'avais débauché et il bossait avec moi. Mais non, quand on m'annonce que j'ai un cancer, là, je me suis dit, bon, je vais mettre pause et puis je vais m'occuper de moi, quoi. Parce que là, je me suis posé la question, pourquoi moi encore une fois. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi, parce que qu'il fallait que je prenne soin de moi. J'ai très vite compris finalement dans cette histoire. Et du coup, j'ai décidé de fermer l'entreprise. Un choix, j'imagine, qui n'a pas été simple à prendre. Je vais juste te demander par rapport à la polyarthrite. Tu disais dans ton intervention que tu avais énormément de pression au travail quand tu étais éducatrice sportive à Aix. Est-ce que tu penses que le stress a pu être l'un des déclencheurs de ta maladie ? C'est certain. Le stress a été reconnu facteur déclencheur de maladie. Donc, quand tu sais ça, t'as plus qu'à faire attention à toi après. Hein. Oui, c'est pour ça qu'après, moi personnellement, quand on m'a annoncé que j'avais mon cancer, je me suis dit ok. Donc là, finalement, avec le recul, oui, effectivement, je subissais un stress que j'ai choisi, pas qu'on m'a infligé par rapport à l'époque où j'étais plus jeune dans le sport, mais tout de même, j'avais un certain stress. Ouais. Et donc, c'est finalement la maladie qui a été le déclic pour t'amener à mieux te comprendre, à mieux t'accepter, à comprendre même l'importance de vivre simplement le moment présent. Ça m'a permis de comprendre l'importance de prendre soin de soi, mais sur plusieurs plans. Sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, vraiment sur tous les plans. Et j'ai appris à ce moment-là à m'écouter. Et effectivement, l'importance de vivre le moment présent. Parce que, en tout cas, dans ton cas, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui va encore arriver le lendemain. C'est ça. Donc, je me suis dit, là, l'urgence, c'est de me soigner. Ouais, tu vois, ça me revient. Et c'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était, il faut absolument que je me soigne. J'étais maman depuis peu. Enfin, ma fille avait, je crois, peut-être 7 ou 8 ans, un truc comme ça.
ou peut-être plus jeune, je me souviens plus. Et là, je me suis dit, pour ma fille, quoi. Je veux la voir grandir. Oui, donc tu es aussi raccrochée à tes enfants au final. Oui, ma fille, parce qu'à l'époque, j'avais pas William. Donc, oui, c'est la priorité, c'était ça. C'était je dois vivre, donc je dois me soigner. Et si je dois me soigner, ben, je dois prendre soin de moi. Et effectivement, l'entreprise, je peux plus apporter, quoi. Donc, c'est dommage parce qu'on était vraiment... on était bien, hein, mais bon. Après, j'ai proposé à mon mari, j'ai dit, reprends-la si tu veux, tout seul, ou fais-toi aider. Il m'a dit, non, c'est toi qui l'as créé, c'est ton bébé. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Donc j'imagine que ça a pris quelques temps pour partir à la rencontre de toi-même, de comprendre tes besoins véritables. Mais du coup, pourquoi tu as mis, entre guillemets, autant de temps à t'accepter? Qu'est-ce qui t'empêchait avant de t'écouter vraiment, d'être vraiment toi? Le regard des autres. Ouais. Pour beaucoup, c'est très fort, cette peur-là, du jugement des autres, du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Et c'est extrêmement bloquant comme peur. Je pense que c'est pas forcément... Je te dis le regard des autres parce que c'est pas leur faute en fait. Hein. C'est pas forcément leur faute, la faute des autres, mais plutôt quand tu te connais pas toi-même, quand tu manques d'estime, quand tu manques de confiance, d'amour, de soi, eh bien, tu t'empêches en fait toute seule d'avancer. C'est pas les autres finalement qui t'empêchent d'avancer, c'est toi. Ouais, on est notre pire ennemi. Exactement. Ouais. Et moi, à l'époque, du coup, j'avais pas travaillé sur moi et je tournais en rond, j'avançais pas. Par contre, je faisais avancer les autres. Mais moi, je faisais du surplace. Et la peur de... Il y a une peur dont on parle jamais aussi. Tu sais, c'est laquelle? Non, dis-moi. La peur de réussir. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est dingue, hein? Et oui, parce que si tu réussis, c'est bien. Mais si tu réussis pas, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, on s'auto-bloque parfois. Et chez beaucoup, c'est aussi la peur de briller, de prendre de la place, en fait, qui fait que on s'autorise à stagner, même à régresser, parce qu'il y a cette peur-là d'exister, même, en fait, d'avoir une place et de ne pas savoir comment gérer ce nouveau statut, une fois que... Et puis, il y a une autre question qui sous-tend, c'est est-ce que je la mérite, cette place? Oui, est-ce que je mérite la mérite? question de la légitimité, après, ouais. Et pas que. Pas que la légitimité. La légitimité, quelque part, c'est est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que j'ai le bon diplôme? Les choses comme ça. Mais des fois, c'est est-ce que je m'autorise? Est-ce que je mérite de réussir, de briller? Est-ce que... Ouais, c'est vrai. Ah, mais le problème, il est... à l'intérieur de soi. Ah oui, oui. Il remonte des fois à des années. Et donc, c'est très dur de s'émanciper de ces croyances qui sont installées des fois depuis très longtemps et de s'en extirper, quoi. C'est ça. Pour juste être soi-même, enfin, ce qui peut pas être très simple à dire, mais très dur à faire. Ouais. Donc après, la question, c'est est-ce que vraiment tu as envie de changer? Est-ce que vraiment tu as envie de briller, par exemple? Le vraiment, il a son importance. Ouais. Parce que les gens, quand tu parles avec, autour d'un verre, ils vont te dire « Ah ouais, moi j'aimerais bien ça, ah moi ça me plairait ». En fait, on passe 49% de notre vie à rêver de la vie que l'on pourrait avoir. C'est dingue ça, non? Ouais, c'est beaucoup. La moitié de ta vie, tu fais juste, quelque part, tu fais juste... parler. Ouais, tu vas juste en parler, tu vas juste penser, rêver, mais tu vas pas passer à l'action, quoi. C'est dommage. La vie, c'est un terrain de jeu. On est là, je pense, pour expérimenter, tout simplement. On vit une expérience, donc pourquoi se limiter? C'est vrai. Quelque part, c'est ce qui me fait avancer, moi, aujourd'hui. Hein. Je me dis, pourquoi je vais me mettre des limites?
Et parce que, ouais, encore une fois, ça fait peur, quoi, de sortir de sa zone de confort, et puis ça demande un certain effort aussi. C'est pas confortable de sortir de sa zone de confort. Et oui, parce que quand tu sors de la zone de confort, tu es dans la zone d'apprentissage. Voilà. Mm. Et donc tu maîtrises pas quand tu apprends. Mm. Et c'est pas confortable de recommencer quelque chose, Mm. alors qu'il y a quelque chose que tu maîtrises, où tu as des repères. Ouais. Et puis d'un coup, tu es là, tu es jeté dans le vide. Ah ouais, c'est déroutant. Mais après, cette zone de panique, il y a la zone magique. Et ça, c'est mon kiff, tu vois. Ouais. De ressentir le bénéfice de quitter sa zone de confort. Alors effectivement, sur le moment, c'est pas confortable, mais après, ça l'est. Là, après, tu te retournes et tu regardes le chemin parcouru et tu te dis, waouh, tout le chemin que j'ai parcouru, tous les obstacles que j'ai dépassés, toutes les ressources que j'ai trouvées pour arriver là où je suis. Waouh. Et au final, on s'en sort toujours. On se croit toujours incapable de faire certaines choses, qu'on n'y arrivera jamais. Et au final, oui, parce que quand tu anticipes, on trouve toujours les ressources. Bien sûr. Parce que l'anticipation est anxiogène. Donc à partir du moment où tu te projettes, il y a tout un mécanisme qui se met en route et là tu te mets en mode stress, quoi. Et forcément, il y a cette petite voix qui est à l'intérieur de toi qui va te dire attention, là tu vas te retrouver face à un mur, tu sais pas où tu vas. Et cette petite voix, elle est là pour te protéger. Mais en fait, si tu l'écoutes, bah, tu bouges pas de ta zone de confort. Alors, enfin, la peur en soi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, dans le sens où, bah voilà, si on va voir un lion en face de nous, bon, bah, on a raison d'avoir peur pour s'échapper, ou alors si on doit préparer une conférence devant 1000 personnes, bah, heureusement qu'on la prépare et qu'on a un peu ce stress, mais qui nous pousse justement à faire du mieux qu'on peut. Mais là où ça devient gênant, c'est quand elle devient quand il t'envahit, quand elle est envahissante, bloquante, et que qu'elle te paralyse et que tu en perds tes moyens. C'est ça. Il y a deux notions de stress. Il y a le stress, distress, c'est des mots anglais, distress, le stress. Donc, ouais. Mais après, il faut savoir gérer aussi son stress, ça s'apprend. Ouais. Mais, et puis le fait aussi de dévier un peu de sa route toute tracée, je trouve que, alors certes, c'est pas confortable sur le moment, comme tu dis, mais ça permet de vivre des choses qu'on n'aurait jamais vécues en temps normal, de rencontrer des personnes aussi qu'on n'aurait jamais rencontrées en temps normal, et c'est génial. Je trouve c'est hyper enrichissant. Ouais. Et donc en 2017, tu décides de tout plaquer et d'embarquer ton mari et tes enfants pour partir vivre en Corse. Déjà, pourquoi cette décision de t'éloigner de Marseille et pourquoi la Corse? Alors pourquoi la Corse, ça a été un pur hasard. Et pourquoi on a pris cette décision de partir? En fait, on l'a pas prise. La Corse est venue à nous, on va dire. On a tout plaqué en 1 mois et demi, donc rien n'était prévu, rien n'a été prémédité. Enfin, vraiment, ça a été... 1er septembre, on voit une petite annonce passer qu'un coiffeur barbier, que je salue, Antoine, cherchait un tatoueur et Laurent a répondu, parce qu'à l'époque, j'étais pas tatoueuse. Laurent a donc répondu à l'annonce et quelques jours après, on était dans le bateau pour rencontrer le coiffeur barbier en question. Ça a matché direct et je lui ai dit, écoute, si tu arrives à nous trouver un petit appart, on débarque en Corse avec les enfants. Et ça n'a pas loupé. 10 jours après, il nous appelle. C'est bon, je vous ai trouvé un appart. Ok, c'est bon, on arrive. Donc, on plaque vraiment tout en 1 mois et demi et on débarque ici. Laurent n'avait jamais mis les pieds en Corse. Ouais, ça a été... Bon, on s'est dit, c'est où ça marche? Ou au pire, qu'est-ce qu'on risque? Si ça marche pas, on rentrera et puis voilà, on aura essayé, quoi. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes des fous, vous êtes des malades, vous avez des enfants. Ouais, et alors? Et voilà, par exemple, là aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, ça va faire 6 ans maintenant qu'on est là, je me dis, waouh, mon Dieu, tout ce qu'on a passé.
Et c'était pas désagréable, hein, mais l'inconnu, quoi. Vraiment. T'arrives ici, tu connais plus personne, t'as aucun repère, rien, rien, rien. Faut tout recommencer à zéro, quoi. Mais justement, ça n'a pas été un peu compliqué, un peu dur même de Oui, refaire son trou ah, à mais bien sûr. 35 ans, je pense, à peu près Ouais, cet âge-là, 35, même 36 ans, ou ouais. tes enfants par rapport à leurs copains, leurs copines, se refaire un cercle amical, social. Mais oui, mais quand on avait besoin de se ressourcer, on prenait l'avion et on allait revoir les copains, la Mm. famille, on se ressourçait et on revenait. Donc on n'a pas laissé tomber, on s'est accroché. Le plus dur, je dirais, c'est la première année, Mm. les 2 premières années. Voilà. Et puis après, ça va tout seul, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, s'il y en a qui hésitent encore à passer le cap de déménager et de refaire sa vie ailleurs, mais foncez, foncez, lâchez pas, parce que on vit des trucs de fou, quoi. C'est des rencontres, c'est génial. Franchement, c'est top. Et du coup, bah, ça donne envie de recommencer. On devient addict, Ouais, hein, ouais, je c'est crois, à vrai, ça, hein. c'est vrai. Et alors, tu parles d'une renaissance dans ta conférence par rapport à ce déménagement, et je crois qu'il y a aussi un lien avec tes études de coaching. Alors, ma renaissance, je dirais, c'est par rapport à la maladie déjà. Mm. J'ai vécu une rémission et ça, c'est extrêmement rare. Ok. Donc, j'ai savouré pendant. Alors, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait peut-être 3 ans, hein, mais j'ai retrouvé un corps non souffrant, je dirais. Je sais pas si ça se dit, hein. Et ça, c'était top. Voilà, ça n'a pas duré, mais franchement, le fait d'avoir déménagé, Mm. le fait d'avoir recommencé quelque chose, je pense que le focus, je l'ai fait sur autre chose. Et puis, tu sais, quand j'étais sur le continent, j'étais Ludivine, la malade, la fragile, celle qui tournait un peu en rond, qui trouvait pas sa voie, enfin, etc. Et, euh, et en fait, je crois que j'ai tout laissé là-bas. Mm. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, voilà, page blanche, on recommence. Et du coup, je pense que j'ai laissé la maladie là-bas. C'est dingue, hein, comme quoi enfin, le mental et le corps sont intimement liés, c'est-à-dire que par cet éloignement physique, tu t'es Libérée, libéré en fait. Ouais. physiquement Mm, mm. et psychologiquement. Bon, Ouais. après, forcément, il y a un travail aussi psychologique derrière, mais ouais. Et alors, c'est quoi ta vie d'aujourd'hui? Ma vie d'aujourd'hui, Ouais. bah, j'ai une vie bien remplie. Je fais donc j'ai été formée au tatouage par mon mari. Donc j'ai créé Imago, donc mon salon de tatouage, et je m'éclate. Je m'éclate dans mon métier parce que il y a une part de liberté. Euh, j'ai pas de patron, voilà. Euh, il y a beaucoup de créativité aussi, beaucoup d'échanges, de relations humaines, et ça c'est top. Mm. Et, euh, et j'ai des super projets, des super clients. On dit toujours que les clients nous ressemblent, mais c'est vrai. Je tiens d'ailleurs à remercier s'il y en a qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont passées sous mes aiguilles. Et, euh, et je me régale parce que quelque part, je mets en application euh, l'art du coaching lors de mes séances de tatouage. Oui, parce que tu t'étais formée il y a Ouais, quelques temps en coaching. oui, ouais, ouais. J'ai passé un master coaching de vie et des entreprises. Donc, ben, j'utilise cet art pour sublimer mon activité. Mm, mm. C'est super, ouais. Ouais. Et puis, je recouvre beaucoup de cicatrices aussi. J'ai été formée aussi à la dermopigmentation réparatrice pour les personnes atteintes de cancer du sein Mhm. qui veulent se faire reconstruire l'aréole mammaire en effet 3D, en effet réaliste. Donc, je suis formée à ça. Mais c'est génial, je trouve, parce que il y a un peu cette injonction qui dit que voilà, on devrait avoir qu'une voie possible. Mais sa voie, ça peut être d'avoir plusieurs voies déjà, et puis ça peut être l'affaire de toute une vie de trouver sa voie, de par les rencontres qu'on va faire, les expériences
aussi, heureuse comme malheureuse, qu'on va vivre. Et donc nous, enfin, on est un peu pareil, je pense, c'est-à-dire qu'on est des touche à tout et nous, on s'épanouit comme ça, quoi. Ouais. Mais en fait, Aurélia, on n'a pas qu'un seul talent. On est d'accord. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Mm. quand tu as plusieurs talents, alors, tu as deux choix. C'est où tu n'as pas envie de l'utiliser, ton talent, et tu n'en fais rien. Ou tu es talentueuse dans plusieurs domaines et tu as envie d'exceller, de briller, de les mettre en application, et c'est OK. Euh, Chercher sa voie, tu sais, moi, on me dit, oh, ça y est, t'as trouvé ta voie, tu es tatoueuse maintenant. Ah ben non. Mm. Aujourd'hui, oui, je suis tatoueuse, mais je ne cherche pas ma voie, je ne l'ai pas trouvée et je ne la chercherai jamais en fait. Je prends ce qui vient à moi. Voilà. Vraiment, ben, on en revient toujours pareil, hein, c'est Mm. vivre l'instant présent, quoi. Aujourd'hui, je fais du tatouage, oui, et demain, je ferai peut-être autre chose. Voilà. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour toi, tu as trouvé ta place et tu es heureuse comme ça. Aujourd'hui, je suis heureuse comme ça, bien Mm. sûr. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et donc, tu dis aujourd'hui que tu es malade et en bonne santé. Alors, quel message tu aimerais donner aux personnes qui se disent en bonne santé, mais qui ne sont pas tant que ça? Ben, la santé, c'est pas que l'absence de maladie, hein. Mm. La santé, c'est la santé psychique, la santé physique. Voilà, donc moi je connais énormément de gens autour de moi qui n'ont pas ils ne sont pas porteurs d'une maladie, mais ils ne sont pas en bonne santé, vraiment. Moi, je dis que je suis malade parce que je suis, je suis malade, hein, j'ai des maladies, effectivement, mais je suis en très très bonne santé, en excellente santé. Mm. Je suis fatiguée, ça oui. Parce que quand tu mènes une vie comme je mène, forcément, à un moment donné, tu es fatigué. Et puis, en plus, c'est les effets secondaires aussi de la Ouais. polyarthrite, hein, c'est la fatigue, hein. Mais je me sens en super forme. Je fais quand même du crossfit, il faut le dire. Parce que bien souvent, les polyarthritiques, ils se disent, oh mon Dieu, je peux plus bouger, j'ai mal partout. Euh, je peux pas, je pourrais plus faire mon sport, mais c'est faux. En fait, tous les sports sont adaptables. Mm. Et donc, tu redonnes espoir à beaucoup de personnes là, quand tu dis ça. Oui. Comme quoi. Mais je pense que le message que je dois porter, c'est celui-là. Mm. C'est vraiment. D'ailleurs, j'ai pas pour habitude de trop montrer sur les réseaux sociaux ma vie personnelle, mais je partage souvent mes réussites en sport parce que quand je me suis fait opérer, on m'a fait une arthrodèse au poignet et il m'a dit bon, vous suspendre oui, par contre vous mettre en appui sur vos mains, c'est plus possible. Donc j'ai bien compris que je ne pourrais plus jamais marcher sur les mains. Eh bien, il y a 15 jours, au CrossFit, avec des poignets pour garder un bon angle pour mon poignet, hein, bien sûr. J'ai réussi à mettre la tête en bas. J'en ai pleuré. Wow. J'avais l'impression de revenir comme quand j'avais Ouais, 20 quand ans. tu étais jeune. Je pensais plus jamais, et ça fait combien d'années que je suis opérée ça fait 5 ans que je suis opérée, ça fait 5 ans que j'ai ce discours, et que je dis à chaque fois, bon, je pourrais plus marcher sur les mains. Et tout le monde me dit, bon, ben ça, c'est pas grave, c'est pas comme si tu marchais tous les jours sur les mains. Mais c'est tellement important pour moi. Je me dis, mais le médecin m'a bien dit que je ne pourrais plus avoir la tête dans l'autre. Ça devait être émouvant. Et puis j'arrive à faire, et là je me dis, waouh. Comme quoi. Tu vois, c'est. Donc, ouais, moi, toutes les personnes qui pourraient souffrir de n'importe quoi, hein, N'abandonnez jamais. n'abandonnez jamais, ne vous limitez jamais, quoi. On peut être très surpris de des ressources qu'on a en nous et dont on n'a pas conscience. Mais des évolutions possibles aussi. Enfin, rien n'est. Tant qu'on est en vie, c'est qu'il y a Rien de n'est l'espoir perdu. et que voilà. Rien n'est perdu. Et justement, tant qu'on est en vie, mais vivons. Ouais. Et pour terminer, quel conseil tu aurais à donner pour que chacun aime mieux au
au quotidien? Et au final, qu'est-ce qui est nécessaire pour être vraiment en bonne santé? Alors, moi, je vous dirais bien manger, hein, bien se nourrir, bien s'hydrater, bien dormir, très très important, le sommeil. Après, je dirais bouger. Et bouger, ça veut dire activité physique pour ceux qui peuvent pas faire du sport. Et pour ceux qui peuvent faire du sport, allez-y, faites-vous plaisir. Prenez surtout du plaisir. Ça, c'est l'essentiel dans la vie, c'est ça. C'est prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. Avoir donc toujours le moral, rire. On n'y pense pas, mais rire. C'est anti-stress, très efficace déjà. Eh ben oui. Donc, et entourez-vous des bonnes personnes. Très, hyper important, je trouve. Voilà, être bien entouré avec des personnes bien positives. Et puis après, je dirais, quand il y a des petits moments un peu plus compliqués, on passe tous par des étapes plus ou moins difficiles dans sa vie, hein, c'est pas toujours rose. Moi, je conseillerais aussi de se faire accompagner. On n'en parle pas, mais c'est tellement important. Moi, ça a joué tellement dans la balance de mon bien-être personnel. Et puis après, je rajouterai la méditation. Moi, je suis une grande fan de méditation. Et voilà. Et puis, avoir des projets. Ça, c'est bien aussi. C'est bien, ouais, exactement. Ça porte. Ça met dans une dynamique exceptionnelle d'avoir des projets. C'est vrai. Ouais. Bon, merci Ludivine pour ces enseignements précieux. C'était un échange passionnant et tu nous partages une très belle leçon de vie. Ton histoire résume très bien, je trouve, la citation d'Hippocrate qui dit que avant de guérir quelqu'un, assure-toi qu'il abandonne toutes les choses qui le rendent malade. Et je trouve que c'est très vrai. Eh oui. Ouais, merci encore Ludivine d'être venue au micro du podcast. À bientôt.